Bienvenue à cette nouvelle rencontre sur les conséquences de la crise du Covid. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur les conséquences dans le monde juridique. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Plascart, qui est candidat au Dauphinat à Bruxelles, ce qui veut dire qu'il est candidat bâtonnier au barreau de Bruxelles. Il est avocat associé chez Crowell et Moring, spécialisé en droit social, ancien président de la conférence, ancien membre du Conseil de l'ordre et donc candidat d'ici quelques jours à la fonction du Dauphinat au barreau de Bruxelles. Puis aussi, j'accueille Sébastien Deletaille, je peux dire qu'il est un serial entrepreneur dans le domaine des données numériques, fondateur de React, anciennement Real Impact Analytics, aujourd'hui CEO de Rosa. Et son ambition, c'est de mettre le digital au service de la santé. Il est aussi membre de l'Advisory Board de Solvay et il a été membre de la Task Force Data durant la crise du Covid. Et enfin, Frédéric Deschamps, qui est avocat associé chez Lex4You, qui est fondateur de Lobox, une des legal tech les plus anciennes et les plus actives aujourd'hui, qui a pour objectif d'automatiser le travail juridique répétitif. Donc, merci beaucoup à tous les trois de votre présence et d'avoir accepté de réfléchir ensemble aux conséquences de la crise du Covid. Et j'ai envie de vous poser une première question sur la fragilité de nos organisations. Bon, on a pu le voir que la crise a des conséquences importantes dans le monde juridique, notamment dans le monde des avocats. Il ressort d'une enquête récente qui a été organisée par avocat.be que 70% des avocats ont partiellement arrêté leur activité et 10% totalement. Et la société sœur en France, CNB, a fait une enquête similaire auprès de 10 000 avocats et qui relève que 41% des avocats individuels ont totalement arrêté de travailler et que 80% ont considéré que la crise allait avoir un effet important sur le chiffre d'affaires et une réduction de plus de 50%. Alors, en ce qui concerne l'organisation judiciaire, je vais prendre deux titres dans les journaux. Le Point titre « Le jour où la justice s'est arrêtée », au départ de son article, l'analyse des conséquences de la crise sur la justice. Et Le Soir, lui, indique que la crise sanitaire a terrassé la justice pénale. Alors, la crise, qu'est-ce qu'elle révèle dans nos organisations en termes de fragilité? Peut-être, Emmanuel, tu veux intervenir le premier? Peut-être par rapport à la réaction du barreau et de la magistrature par rapport à la crise, effectivement, je pense qu'il y a des confrères qui se sont trouvés du jour au lendemain en fait à l'arrêt, en raison notamment du fait qu'un certain nombre d'audiences ont été tout simplement annulées et reportées. Donc, je sais que j'ai parlé à beaucoup de confrères, notamment des confrères qui pratiquent le droit pénal, qui pratiquent le droit familial, qui n'avaient tout simplement plus de travail. Donc, c'est relativement dramatique. Ce qu'il faut craindre aussi, c'est les conséquences à plus long terme, parce que c'est une crise globale qui va toucher évidemment l'ensemble des citoyens et des entreprises, et donc cela aura également une répercussion sur les avocats. Si leurs clients sont en difficulté, eh bien, par la force des choses, les avocats seront en difficulté aussi. Je veux quand même aussi retenir, c'est important, c'est la combativité des avocats. Je pense que les avocats, les instances de l'ordre ont réagi, ont pris des mesures, et on a vu quand même une belle combativité, une belle créativité. Les avocats se sont adaptés. Donc, il y a énormément de choses extrêmement difficiles. L'avenir n'est pas rose pour notre profession, comme pour plein d'autres professions, c'est évident. Mais je pense que les avocats ont aussi fait preuve de résilience, se sont adaptés, ont fait preuve de créativité et devront continuer à le faire. Un des thèmes que j'aborde lors de cette campagne au Dauphinat, c'est effectivement notre modèle économique. Je pense que nous avons un modèle économique, ou en tout cas beaucoup d'avocats pratiquent encore leur métier sur la base d'un modèle qui n'est plus pérenne et devront s'adapter, devront transformer ce modèle pour pouvoir en fait continuer à offrir une valeur ajoutée à leurs clients et être concurrentiel par rapport à d'autres prestataires juridiques qui, eux, se sont adaptés et proposent bien souvent des services à moindre coût et de même qualité. Alors, on a des atouts formidables comme profession, on a cette intégrité, cette déontologie et cette réputation d'excellence, mais nous allons devoir nous adapter. On le dit depuis plus de 20 ans, mais la crise financière de 2007-2008 je dirais, a rendu d'autant plus important cette évolution et cette crise ne fera qu'accélérer ce mouvement. Est-ce que le fait que
le monde juridique, et notamment le monde des avocats, a pris du retard dans la digitalisation. Est-ce que ça n'a pas été un élément de fragilité aussi? S'ils avaient été plus en avant dans cette digitalisation, ils auraient pu mieux résister à ce bouleversement? Alors, très honnêtement, je pense que les causes sont plus fondamentales, mais c'est vrai que si la justice avait été davantage digitalisée, on n'aurait sans doute pas eu ces problèmes de report d'audience ou d'annulation d'audience, et notre réponse aura été meilleure. Quant aux avocats en tant que tels, mais Frédéric pourra confirmer ou compléter, je pense que l'ensemble de la profession s'est relativement vite adapté en ayant recours aux vidéoconférences. Nous avons réorganisé toutes nos réunions pour les faire de façon virtuelle, et le télétravail a aussi été utilisé de façon, je dirais, massive par les cabinets. Donc voilà, mais effectivement, le fait que les possibilités, je dirais, d'organiser des audiences en ligne ou d'une autre façon, que toute l'infrastructure n'était pas disponible, a fait que le monde judiciaire, pendant 2 mois, s'est quasi arrêté, effectivement. Sébastien, toi qui as vécu la crise à l'intérieur, puisque tu étais membre de cette task force au niveau gouvernemental, qu'est-ce que tu penses que la crise révèle comme fragilité dans nos organisations? Je vais répondre en 2 temps. D'abord, ce que ça révèle par rapport à la Belgique, et puis alors peut-être répondre et compléter ce que disait Manu par rapport au monde juridique. Mais, donc, ayant été acteur de la société civile mandaté par le gouvernement pour combattre l'épidémie, je crois que mon premier constat, n'étant ni politicien ni juriste, c'est de se rendre compte à quel point le système belge est cassé. Je veux dire, et j'ai énormément d'admiration en fait pour le gouvernement en place, parce que pour arriver à agir dans le système actuel, on ne se rend pas compte de la complexité. On ne se rend pas compte des barrières à voir émerger du leadership, à réunir les bonnes compétences et alors à agir. On a eu un tsunami d'opinion de personnes qui nous expliquaient ce qu'il fallait faire, à quel point c'était simple, à quel point c'était scandaleux qu'on ne faisait pas ceci ou on ne faisait pas cela. Et donc, on avait vraiment des milliers de personnes qui venaient nous voir en nous expliquant ce qu'on devait faire, sans comprendre l'envers du décor, sans comprendre la réalité des personnes qui sont en place et les difficultés du cadre. Donc, clairement, ce que la crise révèle, c'est que notre système, il est bien trop complexe. On a tellement séparé la décision de l'action qu'en fait, il y a très peu de moyens d'action quand on est décideur politique. Et c'est d'autant plus grave quand on se trouve dans une situation de crise et où justement la capacité de leadership, la capacité de réunir les bonnes compétences et d'agir est vitale. Pour rebondir sur ce qui se passe dans le monde juridique, évidemment, je ne suis ni juriste ni entrepreneur dans le monde juridique, donc je regarde ce monde comme quelque part un utilisateur. J'ai des avocats, on a de temps en temps des litiges qu'on doit gérer, on a des questions de risques juridiques pour lesquels on veut se couvrir. Donc comme utilisateur, cette crise révèle, comme dans beaucoup d'industries, qu'une fois que le flux est perturbé, donc ne plus pouvoir avoir d'audience, que les matières non urgentes soient déprioritisées, etc., ça a créé un vrai besoin d'adaptation dans le monde juridique, tout comme dans le monde médical, tout comme dans plein d'organisations. Et ce besoin de s'adapter, le besoin, c'est la mère de toutes les inventions. Quand on dit « c'est génial, là on a eu d'un coup une incroyable adoption de la vidéoconférence », oui, c'est génial, mais à nouveau, la vidéoconférence, elle existe depuis 20 ans, voire plus que ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a toute une série de personnes qui ne voulaient pas utiliser du digital par rejet, par conviction, par tout ce qu'on veut, ont été obligés d'adopter ces technologies, qui ont vu à quel point c'était simple, qui ont vu à quel point ça créait de la valeur et qui donc maintenant, je l'espère, vont pouvoir continuer à utiliser ces outils et surtout découvrir tous les autres outils qui sont bien plus intéressants dans les révolutions digitales. Merci. Frédéric, Oui. est-ce que la Legal Tech n'est pas une manière de répondre à cette évolution?
Et d'un autre côté, il y a aussi de la fragilité. La Legal Tech est un mouvement naissant et donc qui n'est pas encore très solide. Comme toutes les startups, je pense qu'elles ont aussi beaucoup de challenges devant elles pour résister à cette crise. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Mais effectivement, moi, je rejoins tout à fait les deux opinions de Sébastien et de Manu. Je rejoins ce que Manu a dit, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, les outils ou la manière de digitaliser, que ce soit la justice, mais même tous les rapports aussi des avocats vis-à-vis de leurs clients, ces outils, ils existent depuis très longtemps. En fait, la visioconférence, mais il n'y a pas que la visioconférence. Et donc, au niveau de la crise, moi, en tout cas, en tant que fondateur d'une Legal Tech, ça vient quelque part un peu mettre de l'eau à mon moulin, en fait. C'est-à-dire que ça fait des années que j'explique ou j'essaye en tout cas d'expliquer et de convaincre les clients, puisqu'il y a un aspect commercial, qu'en réalité, il y a énormément de choses pour lesquelles on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des contacts physiques. Il y a énormément de tâches, en fait, qui sont très répétitives, à peu de valeur ajoutée et qui peuvent permettre de gagner en relation client. Et donc, ce que Manu disait en disant il y a beaucoup d'avocats qui ont rebondi là-dessus, c'est vrai. En fait, il y a énormément de cabinets qui sont venus chez nous, chez Lobox, à un moment donné, pour se rendre compte qu'en fait, il fallait se réinventer, trouver une manière de garder le contact avec le client. Parce qu'il y a tout l'aspect, effectivement, audience, c'est toute une partie du barreau, c'est la fonction de l'avocat, c'est de plaider. Mais il y a énormément de cabinets qui fonctionnent aussi avec des litiges, des contrats, donc qui ne vont pas nécessairement au palais. Moi, à titre personnel, je vais au palais peut-être 2 fois par an. J'ai toute une activité qui est liée à une relation client, à des missions chez des clients, du suivi juridique, de l'appui juridique, du soutien juridique. Et donc, du coup, il y a toute une série d'acteurs qui sont venus parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, la relation client, c'était quelque chose d'extrêmement important et qu'il fallait trouver des moyens pour la conserver. Et les legal tech, d'une manière générale, sont des atouts à ce niveau-là. Je pense qu'on a passé ce cap de peur des avocats par rapport à ces outils legal tech, etc. On a eu ce mouvement en France il y a quelques années où les avocats sont vraiment rebellés contre toutes ces legal tech. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne sens pas aujourd'hui, en tant qu'avocat et fondateur d'une legal tech, une certaine méfiance. Au contraire, en fait, je suis plutôt très, très agréablement surpris par l'accueil en fait, que j'ai des confrères ou même des instances. Donc, je rejoins très fort ce que dit Manu. Je rejoins très fort ce que dit Sébastien. Ça m'a fort touché parce que moi ce qui me rend quelque part, entre guillemets, le plus triste, c'est qu'en fait, quand tu dis, Stani, est-ce qu'il y a eu des réactions, que penses-tu des réactions des instances? En fait, je ne sais pas te dire quelle est l'instance qui doit réagir dans mon domaine aujourd'hui. En fait, il n'y a pas d'instance. En fait, toi, tu es quelqu'un qui est très dynamique dans ce secteur-là. Mais je n'ai pas de mouvement, moi, je n'ai pas d'instance, je n'ai pas de leadership, comme disait Sébastien. Et je pense que c'est réellement ce qui manque aujourd'hui dans notre société, en tout cas dans les aspects juridiques. C'est un véritable leadership. Donc, on sait qu'on doit se digitaliser, on sait qu'on a des acteurs, outre les avocats, qui arrivent avec des solutions technologiques extrêmement efficaces. On sait qu'on va, entre guillemets, si vous passez l'expression, se faire manger, mais il y a une volonté, en fait. Tout le monde trouve ça super, la Legal Tech, tout le monde trouve ça très bien, mais il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de leadership. Je n'ai pas d'instance aujourd'hui, moi, qui collabore avec moi et qui peut m'aider, me donner les moyens. Il n'y a personne, c'est moi qui dois aller dans les cabinets, présenter des solutions, leur montrer qu'en réalité, c'est quelque chose qui peut les aider et pas prendre leur travail. Et donc, tu sais, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis avocat. J'étais à l'époque dans la commission Nouvelles Technologies il y a plus de 10 ans. J'avais suivi des formations chez Belgacom pour délivrer des signatures électroniques. Donc, il y a plus de 10 ans, parce qu'on disait les avocats, ils doivent signer électroniquement parce que c'est extrêmement important. J'ai suivi cette formation, j'ai pris une semaine de temps pour suivre cette formation et puis plus rien, en fait plus rien. Et donc je pense que le vrai problème, c'est vraiment d'avoir un leadership, comme disait Sébastien, d'avoir un leadership avec des gens compétents,
des gens qui souhaitent faire avancer cette matière-là et qui prennent les projets en main. C'est un peu comme un bateau. Si tout le monde essaie de faire naviguer le bateau, ça ne marche pas. Moi, je fais beaucoup de voile. Il faut qu'il y ait un commandant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ce bateau. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, en fait. Et avec ces crises, on voit que la digitalisation, en fait, elle est indispensable, tant au niveau des audiences, mais surtout dans la manière pour les avocats de répondre aux besoins des clients. Les clients s'attendent à avoir des visioconférences avec leur avocat. Ils ne comprennent pas parce qu'ils l'ont avec le comptable, ils l'ont même avec le médecin. AXA a lancé une application où vous pouvez demander des consultations en ligne. Ils s'attendent d'avoir leur avocat qui est disponible avec les bons outils. Et donc, heureusement, effectivement, les avocats ont vite réagi au niveau de la visioconférence, mais ce n'est qu'une toute petite partie des services que les avocats peuvent proposer et qui peuvent être digitalisés. En France, par exemple, tu prenais l'exemple de la France, c'est vrai qu'il y a eu évidemment une perte d'activité, mais la France a au moins 3 ou 4 années d'avance par rapport à nous, parce que là, il y a du vrai leadership, il y a une vraie instance qui s'occupe des legal tech, il y a un vrai mouvement legal tech, et donc c'est ça qui aujourd'hui manque, comme dit Sébastien. Donc moi ce que je plaiderais, ce que je demanderais à Manu le jour où je l'espère, il sera bâtonnier, c'est de réfléchir à mettre en place de manière durable une structure qui permet de piloter avec une réelle volonté de digitaliser les services, bien sûr au niveau des audiences, mais aussi dans la relation client en fait, pour les avocats. Ça, c'est vraiment avant de donner la parole à Manu, je voudrais réagir sur ce que tu viens de dire. Je partage tout à fait ton point de vue. J'ai aussi écrit une lettre ouverte au ministre de la Justice et je me pose la question, est-ce que l'opinion publique et les élus sont suffisamment intéressés par la justice pour la faire progresser ou finalement, par rapport aux priorités, ce n'est pas classé numéro 1? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui freine l'évolution? Mais pour le reste, je partage ton point de vue et peut-être Manu, comment faire en sorte que l'évolution, la digitalisation, la legal tech, l'évolution de la justice fasse un pas en avant et que cette question soit véritablement prise en main par les organisations? Faut-il une nouvelle organisation pour booster cette énergie? Je ne sais pas s'il faut une nouvelle organisation, parce qu'il ne suffit pas de créer une nouvelle organisation pour que les choses avancent. Mais je pense qu'il y a deux aspects. Il y a d'une part la digitalisation, la modernisation de la justice en tant que telle, qui ne relève pas de la compétence des avocats et des instances des avocats, même si évidemment on peut jouer un rôle d'influence, on peut jouer un rôle de lobby, et on devra le faire. On a remarqué à quel point cette digitalisation, une justice moderne digitalisée nous a manqué dans cette crise. Enfin, c'est un constat de fond. Donc ça, c'est un chantier prioritaire dont on parle depuis 20 ans et ça avance un peu. Il y a des progrès qui sont faits, mais enfin, ça reste extrêmement fragmentaire. Et c'est vrai qu'il est un peu incompréhensible pour les praticiens de se dire, mais comment se fait-il que nous ne sommes pas en mesure de l'organiser? Je pense aussi que les esprits vont devoir changer. Je donne un tout petit exemple, mais cela ne se faisait pas d'échanger avec des magistrats par email pour l'organisation des audiences. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. À l'occasion de cette crise, on a bien été obligé de le faire. Et donc, il y a eu des échanges par email avec les magistrats, les avocats, et ça s'est très bien passé. Donc, je veux dire, on a aussi, là aussi, il y a quelque chose qui s'est débloqué. On s'est rendu compte, en fait, on peut très bien, dans le respect du rôle de chacun, s'échanger d'emails et s'organiser de cette façon-là. Donc, voilà, on peut espérer que cette crise ait débloqué certaines choses et qu'on pourra travailler davantage et que l'état d'esprit y sera pour effectivement passer au stade supérieur et avoir une justice qui soit enfin moderne. Alors, par rapport à nos ordres professionnels, il y a un travail qui est en cours. Frédéric le sait, il y a un travail qui est en cours. C'est un vaste chantier. A-t-il été géré et conçu de la bonne façon? C'est une autre question. Quand moi j'ai quitté le Conseil de l'Ordre en 2012, je me souviens que j'étais trésorier et on m'avait demandé de gérer les projets informatiques. J'ai aucune compétence particulière en la matière, mais c'était plus en ma qualité de trésorier et de gestionnaire. Et à ce moment-là, donc en 2012, le barreau de Bruxelles avait encore l'ambition de gérer lui-même les projets informatiques. Aujourd'hui, c'est géré au niveau de avocat.be, donc au niveau des avocats wallons et Bruxelles francophones. Mais je pense qu'il faut évidemment le gérer parce que c'est pas à Sébastien et Frédéric, ni à toi, Stanik, je dois le dire, mais c'est des investissements colossaux.
Et effectivement, on a tout intérêt à organiser ça au plus haut niveau possible. Et pour moi, le plus haut niveau possible, c'est le niveau fédéral. Et donc, il appartient à l'OVB, qui est l'organisation des barreaux flamands, et à l'OBFG de gérer ça en commun. Via de quelle façon formaliser cela, je n'en sais rien, mais je pense que c'est à ce niveau-là que cela doit être géré. Ça ne sert à rien de développer chacun dans notre coin des applications informatiques, alors qu'on peut le faire à moindre coût et en ayant des économies d'échelle au niveau de la Belgique tout entière. OK, c'est ça, il y a l'organisme de la DPA. Sébastien, comment mettre en place la dynamique de changement pour éviter qu'on recommence dans le business as usual comme avant? Peut-être juste un constat pour commencer, c'est dans la crise, il y a quand même eu des bonnes nouvelles et il y a quand même eu je pense un comportement généralisé qu'il faut saluer. D'une part, on est arrivé à créer un objectif commun qu'on a baptisé Flatten the Curve. C'est devenu un objectif, en fait, pour tous nos concitoyens. C'est assez extraordinaire d'avoir un objectif. Dans cet objectif, il n'y avait pas les pros, les antis. Non, c'était tout le monde. Allez, ensemble, on travaille là-dessus. Dans cet objectif commun, on a aussi salué le besoin d'avoir des données pour prendre des décisions. Au tout début de la crise, on disait, écoutez, nos données ne sont pas bonnes, on a un peu peur de prendre des décisions, est-ce qu'il faut qu'on confine ou pas? Et donc, on a salué le besoin d'avoir une approche un peu scientifique, quantitative, fact-based. Et alors, le troisième point, c'est que dans cette crise, même s'il y a eu beaucoup d'opinions et beaucoup IACA, il faut qu'on, etc., on est quand même arrivé à réunir des très bonnes compétences sur des enjeux complexes. Et donc, j'ai envie de garder aussi un œil positif sur ce qui s'est passé dans cette crise. On est arrivé à avoir le bon objectif, on est arrivé à réunir les bonnes compétences et agir et en utilisant la technologie, utilisant les données. Donc maintenant, il s'agit de réutiliser cette boîte à outils et c'est juste quels sont les objectifs qu'on a envie de formuler pour l'avenir. Étant extérieur au monde juridique, je peux peut-être me permettre d'avoir un regard un peu plus sévère en disant, regardons, imaginons qu'on commence d'une page blanche et qu'on devait réécrire la manière de faire fonctionner la justice. Est-ce qu'on arriverait à ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est par design qu'on va avoir éventuellement des procédures qui durent plusieurs années? Est-ce que c'est par design que tout doit être par papier? Est-ce que c'est par design que voilà, il y a certains litiges qui doivent vraiment s'opérer par voie légale? Mais est-ce qu'on a vraiment besoin des avocats qui jouent sur la justice pour négocier? Et donc, toutes ces questions-là, je ne dis pas qu'elles sont légitimes, je ne dis pas qu'elles sont bonnes, mais en les posant, on peut éventuellement se dire, tiens, si on devait vraiment, pas juste réformer, parce qu'à chaque fois, réformer, pour moi, c'est rajouter une couche sur la lasagne, mais si on devait vraiment complètement réinventer, complètement réimaginer le système, est-ce qu'on arriverait à ce qu'on a aujourd'hui? Et dès qu'on a envie d'être beaucoup plus dans la disruption que dans la simple innovation, dans la simple progression, poser ces questions peut ouvrir des opportunités nouvelles, surtout dans un nouveau monde où voilà, l'activité ne va pas reprendre à 100% maintenant qu'on est dans la phase 3 du déconfinement. Manu posait la question du business model des avocats, du fait que je pense qu'il y a un constat qui est partagé de manière unanime que voilà, pendant combien de temps est-ce que ça va encore durer comme ça? Il y a des acteurs du monde de la legal tech qui cherchent à changer ce business model. Et donc, quel est l'objectif que vous avez envie de vous donner pour le monde juridique? Je pense que c'est vraiment une question essentielle. Quels sont ces nouveaux business models où vous allez permettre de bénéficier des expertises et du talent et parce que, évidemment, l'objectif, ce n'est pas de dire qu'il faut automatiser l'avocat, c'est juste changer son rôle, changer sa manière d'interagir avec ses clients, changer sa manière d'interagir avec le système. Et alors, peut-être la dernière idée ou réflexion que j'avais envie de partager avec vous, c'est pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'être les derniers dans
ces révolutions digitales. Pourquoi est-ce que tous les autres pays du monde ont besoin d'être plus avancés, meilleurs que la Belgique? C'est quelque chose que je n'accepterai jamais. On a un talent extraordinaire. En fait, on a des concitoyens qui sont extrêmement malins. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à forger une ambition pour dire, OK, ben, toutes les legal tech, pourquoi est-ce qu'elles doivent apparaître en France, aux États-Unis, en Angleterre, à Israël? Pourquoi elles ne peuvent pas apparaître ici? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un ministre de la Justice ou une impulsion d'une instance qui dit, OK, ben, nous, la digitalisation des données belges, on va l'accélérer. On a un système qui est multilangue. Est-ce qu'on n'a pas envie d'être à l'avance sur comment analyser des données dans un système complexe comme la Belgique? Ça pourrait être pertinent pour l'Europe, ça pourrait être pertinent à l'échelon mondial. Et donc, c'est besoin d'avoir de l'ambition pour mettre la Belgique en haut du classement de la révolution digitale, c'est ce qui manque pour moi. Et j'imagine que Frédéric me rejoindra. Voilà. Merci Sébastien. Moi, je te rejoins. Oui, moi je te rejoins, Sébastien. Par contre, je suis assez d'accord sur le fait que, comme disait Manu, il y a une volonté politique et des moyens politiques qui ne sont pas là, en fait. Aujourd'hui, en fait… Je t'interromps juste, Frédéric, pour te dire qu'il y a un dernier projet de loi qui est en train d'être discuté à la Chambre et qui va reporter de 2 ans toute la mise en place de l'open data, c'est-à-dire la mise à disposition des décisions de jurisprudence au public ou aux praticiens du droit. Donc, effectivement, ça montre que la dynamique n'est pas là. Donc, moi, je trouve que ce que dit Sébastien, évidemment, c'est intelligent, mais le problème, en fait, pour les avocats, et je le suis, c'est qu'en fait, et pour des gens qui sont au Conseil de l'ordre, etc., c'est qu'il n'y a pas de volonté, en fait, d'avoir une justice en avance ou une justice, en tout cas, qui a les moyens de ses ambitions. Alors, quand c'est comme ça, je pense qu'il y a plusieurs manières de réagir. Soit tu attends et tu te dis ben, c'est dommage, dans 2 ans, on va peut-être recevoir les fonds pour, ou en tout cas une volonté politique, ou bien alors tu décides quand même d'avancer, je parle en tant qu'avocat, hein, tu décides quand même d'avancer. Et donc, je pense que vraiment la solution pour pouvoir avancer en l'absence de volonté politique, c'est de travailler dans un mode qui est beaucoup plus collaboratif pour les avocats, avec les gens, comme tu dis, qui ont les compétences. En fait, donc, c'est d'ouvrir, en fait, de permettre aux avocats et aux ordres, etc., de collaborer avec les legal tech, plus que de finalement essayer de développer par ses propres moyens des outils qui finalement, en fait, vont peut-être être dépassés d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que il faut être, pour reprendre un terme, lean, en fait, il faut être efficace. Et donc, je pense qu'un des secrets, outre le leadership, c'est vraiment d'avoir une collaboration avec les legal tech. Et les legal tech, je pense, en tout cas en Belgique, et c'est ce qui se passe en France aussi, ne demandent pas mieux que de travailler avec les avocats et les instances, parce qu'en fait, les avocats et les instances ont une expertise et une expérience dont les legal tech ont besoin. En fait, on connaît le métier, nous les avocats. Donc, pour une legal tech, moi, je suis entre les deux. Si tu veux, mon expérience d'avocat depuis plus de 20 ans nourrit ma legal tech, et ma legal tech nourrit mon expérience d'avocat. Et en fait, cette collaboration sur un seul homme ici, dans mon cas, je pense qu'elle est relativement facilement transposable au niveau de l'ordre, etc. Et donc, je pense, en ce qui me concerne en tout cas, que la réflexion, elle doit être dans une réflexion de collaboration, d'aller chercher chez les legal tech la technologie, l'intelligence, les talents, qui ne sont pas forcément des talents juridiques, mais des talents technologiques, de business model, etc. Et de faire ce mariage qui va permettre en fait de faire avancer les choses. Clairement, les legal tech ont besoin des avocats. Il n'y a aucune legal tech qui ne se rapproche pas des avocats ou qui ne collabore pas avec les avocats, parce que les avocats ont une expertise métier qui est fantastique pour une legal tech, quoi. Voilà. Donc, je pense, Frédéric, on va terminer notre rencontre sur ce mot de la collaboration et de la dynamique du changement. Merci à tous les trois pour ces échanges passionnants. On aurait pu discuter pendant des heures. Je vous souhaite aussi à tous les trois bonne chance dans vos projets et on se retrouvera pour une autre rencontre. Voilà. Et donc, à tout grand merci à tous.